Le 7 octobre 1948, sous la verrière du Grand Palais, une foule compacte se presse autour d'un stand Citroën recouvert d'une bâche. Personne ne sait encore que dans quelques secondes va commencer l'une des plus grandes humiliations publiques de l'histoire automobile française, et que cette humiliation va se transformer en moins d'un an en triomphe absolu. On tire la bâche, et le Grand Palais éclate de rire. Voilà comment tout a commencé. Une salle entière qui se moque, qui ricane, qui pointe du doigt une petite chose grise, cabossée dans ses formes, montée sur 4 roues frêles, avec une capote de toile tendue comme un parapluie retourné. Les visiteurs se penchent, incrédules. Certains croient à une plaisanterie du constructeur. D'autres cherchent le vrai modèle, le vrai stand, persuadés que cette carriole ne peut pas être la nouveauté que Citroën promet depuis des mois. Et pourtant si. C'est elle, la 2 chevaux, celle que la presse va enterrer sous les moqueries le soir même et que la France entière va s'arracher pendant plus de 40 ans. Il faut se replacer dans l'ambiance de ce salon pour comprendre l'ampleur du choc. La France de 1948 sort à peine des ruines. Le pays se reconstruit, l'essence est rationnée, l'acier manque et les Français rêvent d'automobiles comme on rêve d'un luxe interdit. Alors quand ils viennent au Grand Palais, ils s'attendent à du chrome, à des courbes élégantes, à ces carrosseries rondes et fières qui font oublier la guerre. Les autres stands rivalisent de brillance. Et au milieu de tout ça, Citroën ose présenter une boîte à savon montée sur ressort. Le contraste est brutal, presque insultant pour l'œil habitué au faste. Les journalistes, eux, ne se retiennent pas une seconde. Dès le lendemain, les surnoms pleuvent avec une cruauté joyeuse. On l'appelle la boîte à sardines, parce qu'elle ressemble à une conserve renversée. On la surnomme le chameau, à cause de son roulis invraisemblable, cette façon qu'elle a de tanguer d'un côté puis de l'autre comme un bateau dans la tempête. On la baptise la balançoire à roulettes, moquerie directe envers sa suspension molle qui laisse la caisse osciller à chaque virage. Et puis vient la phrase assassine, celle qui va faire le tour de Paris et rester dans toutes les mémoires. Est-ce qu'on livre un ouvre-boîte avec la voiture ? Cette petite blague résume tout le mépris de l'époque. On ne voit qu'une chose, une carrosserie en tôle ondulée, si fine qu'elle semble prête à se plier sous le poids d'un regard. Mais le plus savoureux dans cette histoire, ce n'est pas la moquerie, c'est ce qui se passe juste derrière le rideau des ricanements. Parce que pendant que les élégants du salon pouffent de rire, une autre foule s'agglutine devant le stand. Silencieuse celle-là, attentive. Des paysans venus de province, des ouvriers, des instituteurs, des femmes qui n'ont jamais conduit de leur vie et qui, pour la première fois, se disent qu'une voiture pourrait entrer dans leur budget. Ces gens-là ne rient pas, ils regardent le prix, ils regardent l'espace intérieur, ils regardent ces sièges qui ressemblent à des transats suspendus, cette capote qui s'enroule d'un geste, ce coffre où l'on devine déjà des cajots de légumes. Et dans leurs yeux passe quelque chose que les journalistes parisiens n'ont pas su voir. Le désir. Il y a d'ailleurs un détail que presque personne ne remarque ce jour-là et qui en dit long sur la précipitation du lancement. La voiture exposée au Grand Palais n'a pas de moteur. Ou plus exactement, son capot est soudé, verrouillé, impossible à ouvrir. Au tout dernier moment, les ingénieurs de Citroën ont décidé de revoir le démarrage, d'ajouter un démarreur électrique et une batterie, et ils n'ont pas eu le temps de finaliser la mécanique visible. Alors ils ont pris une décision d'un culot magnifique. Ils ont scellé le capot pour que personne ne puisse regarder dessous. Le public admire, se moque, s'interroge, sans se douter que la vedette du stand est en réalité une coquille presque vide. C'est du bluff pur, du théâtre industriel, et ça fonctionne au-delà de toute espérance. Car voilà le vrai retournement de cette première journée. Malgré les rires, malgré les surnoms cruels, malgré l'humiliation orchestrée par la presse, le stand Citroën ne désemplit pas. Il devient même l'attraction la plus courue du salon. Les gens font la queue, se bousculent, tendent le cou pour apercevoir la petite grise. Et cette affluence rend fou les concurrents. Peugeot, Renault, tous ceux qui exposent des modèles plus beaux, plus classiques, plus rassurants, voient la foule leur tourner le dos pour se ruer vers l'objet de toutes les moqueries.
On raconte que certains constructeurs riaient jaune, ce rire forcé de celui qui comprend, au fond, qu'il vient de se faire doubler par plus audacieux que lui. Ils avaient misé sur l'élégance. Citroën venait de miser sur le peuple. Et le peuple, ce jour-là, votait avec ses pieds. Comment expliquer ce paradoxe ? Comment une voiture qu'on traite de casserole, de tôle pliante, de qualité risible, peut-elle attirer plus de monde que les berlines rutilantes de la concurrence ? La réponse tient en un mot que personne dans la presse n'a osé prononcer. Besoin. La France de l'après-guerre n'avait pas besoin de beauté, elle avait besoin de rouler, de transporter, de se déplacer sans se ruiner. Et cette petite chose ridiculisée répondait exactement à ce besoin, avec une honnêteté désarmante que les modèles prestigieux ne pouvaient pas offrir. Là où les autres vendaient du rêve, Citroën vendait une solution. Là où les autres flattaient l'œil, Citroën soulageait le portefeuille. Il faut aussi mesurer l'intelligence de la mise en scène. Présenter une voiture aussi radicale au moment précis où le pays a faim de mobilité, c'était jouer avec le feu. Le risque était immense. Un four total aurait pu ridiculiser la marque pour des années. Mais les dirigeants de Citroën avaient compris quelque chose de fondamental sur leur époque, quelque chose que les moqueurs du Grand Palais mettraient des mois à admettre. Ils avaient compris que le luxe, dans une France exsangue, ce n'était pas le chrome. Le luxe, c'était de pouvoir enfin posséder une automobile. Et pendant que les chroniqueurs affûtent leurs plumes pour écrire leurs articles moqueurs, pendant que Paris s'amuse de la boîte à sardines, quelque chose de bien plus profond est déjà en marche. Les premières intentions d'achat s'accumulent. Les concessionnaires notent des noms. La rumeur enfle dans les campagnes. Cette voiture dont tout le monde se moque va devenir, en quelques mois, l'objet le plus convoité de France. Le rire du 7 octobre n'était pas un enterrement. C'était, sans que personne ne le sache encore, le baptême le plus retentissant qu'une automobile française ait jamais connu. Mais pour comprendre comment une idée aussi folle a pu naître, pour saisir quel esprit tordu et génial a pu imaginer transporter des œufs à travers un champ labouré sans en casser un seul, il faut remonter le temps. Il faut quitter le vacarme du Grand Palais et plonger dans le secret le mieux gardé de l'histoire Citroën. Pour trouver l'origine de cette folie mécanique, il faut remonter bien avant la guerre, jusqu'à un homme qui n'était ni ingénieur ni dessinateur, mais qui possédait une vision d'une clarté presque effrayante. Cet homme s'appelait Pierre-Jules Boulanger, et c'est lui le véritable père spirituel de la 2 chevaux. Ancien architecte, patron rigoureux, esprit obstiné, il avait pris les rênes de Citroën après la mort du fondateur André Citroën, à une époque où la marque, ruinée, était passée sous le contrôle du fabricant de pneumatiques Michelin. Et Boulanger, cet homme immense de près de 2 mètres qui devait plier sa carcasse pour entrer dans les voitures de son temps, s'était mis en tête une idée que tous ses concurrents auraient jugée absurde. Son raisonnement partait d'une observation toute simple, presque paysanne. Il avait remarqué qu'une partie immense de la France rurale, la France des champs et des marchés, se déplaçait encore à cheval ou à pied. Ces gens-là n'avaient pas les moyens des berlines bourgeoises et personne, absolument personne dans l'industrie ne pensait à eux. Alors Boulanger a posé une question que nul constructeur sérieux n'osait formuler à voix haute. Et si l'on fabriquait une voiture pour ceux qui n'ont pas d'argent ? Une voiture pour le paysan, pour l'ouvrier, pour la veuve de province qui n'a jamais tenu un volant. Comment offrir l'automobile à ceux que l'automobile avait toujours ignorés ? De cette question est né l'un des cahiers des charges les plus célèbres et les plus savoureux de toute l'histoire industrielle. Boulanger n'a pas demandé de la puissance, ni de la vitesse, ni du prestige. Il a exigé 4 roues sous un parapluie, rien de plus. Une voiture capable de transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre à une allure raisonnable, en consommant à peine 3 litres au 100 km. Une voiture qu'un débutant absolu pourrait conduire sans peur. Une voiture assez robuste pour rouler sur les pires chemins de campagne. Et puis il y a cette clause, cette fameuse clause devenue légende, celle qui résume à elle seule tout le génie du projet. La voiture devait pouvoir traverser un champ fraîchement labouré en transportant un panier d'œufs sans en casser un seul.
Arrêtons-nous une seconde sur cette exigence, parce qu'elle est absolument géniale. Traverser un champ labouré avec des œufs intacts, ce n'est pas un caprice poétique. C'est une contrainte technique d'une intelligence redoutable. Car pour réussir cet exploit, il faut une suspension d'une souplesse extraordinaire, capable d'absorber chaque bosse, chaque ornière, chaque chaos, sans jamais transmettre le choc à l'habitacle. Et c'est précisément cette suspension révolutionnaire, cette liaison au sol d'une douceur inégalée, qui allait plus tard valoir à la voiture ses surnoms moqueurs de balançoire et de chameau. Ce que les journalistes prenaient pour un défaut ridicule était en réalité la solution d'un problème que personne d'autre n'avait su résoudre. N'est-ce pas toujours ainsi que fonctionne le génie mal compris ? Pour donner vie à cette vision, Boulanger s'est entouré de deux hommes d'exception, deux tempéraments opposés qui allaient faire des étincelles. Le premier, c'était André Lefebvre, un ingénieur venu de l'aviation, un ancien pilote de course, un esprit brillant qui pensait la voiture comme un avion posé sur roues. Léger, aérodynamique, rationnel jusqu'à l'obsession. Le second, c'était Flaminio Bertoni, un sculpteur italien flamboyant, un artiste au sens propre, capable de modeler une carrosserie dans la glaise avec ses mains comme d'autres peignent une toile. L'un cherchait la logique pure, l'autre la ligne juste. Et de cette tension entre l'ingénieur et l'artiste allait naître une silhouette que le monde entier finirait par reconnaître au premier coup d'œil. Mais il vient un chapitre de cette genèse que peu de gens connaissent et qui donne à toute l'affaire une saveur de roman d'espionnage. Car la 2 chevaux n'est pas née en 1948. Elle existait déjà, en secret, avant la guerre, sous le nom de code TPV, pour toute petite voiture. Des dizaines de prototypes avaient été construits et testés dans le plus grand secret à la fin des années 30. Et quand l'armée allemande a envahi la France, Boulanger a pris une décision d'un patriotisme farouche. Plutôt que de laisser l'ennemi mettre la main sur son invention, il a ordonné de cacher, de détruire, d'enterrer les prototypes. Certains furent démontés, d'autres dissimulés dans des granges, murés, oubliés volontairement. Cet homme préférait s'aborder son propre chef-d'œuvre que de le voir tomber entre de mauvaises mains. Voilà le genre de caractère qui se cachait derrière la petite voiture dont Paris allait se moquer. Après la guerre, il a fallu tout reprendre. Le projet ressort de l'ombre, transformé, modernisé. Le moteur, d'abord conçu refroidi par eau, devient un bicylindre refroidi par air, plus simple, plus fiable, presque inusable. Un petit moteur de 375 cm3, développant une poignée de chevaux à peine, mais taillé pour durer et pour ne jamais tomber en panne. Bertoni retravaille les formes, adoucit les lignes, donne à la carrosserie cette allure définitive qui deviendra iconique. Et Boulanger, toujours lui, impose sa philosophie jusqu'au moindre détail. Tout ce qui est inutile doit disparaître. Pas de fioritures, pas de chrome décoratif, pas de dépenses superflues. Chaque gramme, chaque franc économisé, c'est un pas de plus vers l'objectif sacré, le prix le plus bas possible. Et le prix, justement, c'est là que se joue le vrai coup de maître. Car lorsque la voiture arrive enfin sur le marché, elle est moins chère que tout ce que propose la concurrence, moins chère même que la Renault 4 chevaux, sa grande rivale populaire de l'époque. Pour une France qui compte chaque centime, cette différence change tout. Ce n'est plus une question de goût ou d'esthétique, c'est une question d'accès. La 2 chevaux ne se contente pas d'être bon marché, elle redéfinit ce que veut dire posséder une voiture quand on n'est pas riche. La production en série démarre durant l'été 1949, dans les ateliers Citroën de Levallois-Perret, aux portes de Paris. La première version porte le nom de Type A, et elle est d'une austérité presque monacale. Une seule couleur, un gris terne, un unique feu arrière, des vitres qui ne descendent pas mais se replient, un démarrage rudimentaire. Tout, absolument tout, est pensé pour coûter le moins cher possible. Et pourtant, cette pauvreté assumée va devenir sa plus grande force. Car dans un pays qui se relève à peine, l'honnêteté d'une voiture qui ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas touche les gens en plein cœur. La première année, il n'en sort pourtant qu'une poignée, moins de 1000 exemplaires. Un démarrage timide, presque confidentiel, qui pourrait laisser croire à un demi-échec.
Les moqueurs du Grand Palais se frottent peut-être les mains, persuadés d'avoir eu raison. Mais ils n'ont rien compris à ce qui est en train de se préparer. Car la demande, elle, ne cesse de gonfler dans l'ombre. Les commandes s'entassent, les listes s'allongent. Et bientôt, cette petite voiture méprisée va provoquer un phénomène que l'industrie française n'avait jamais vu et qu'elle ne reverrait plus jamais avec une telle intensité. Cette demande qui gonflait dans l'ombre allait bientôt exploser au grand jour et provoquer une situation aussi absurde que révélatrice. Voici une voiture qu'on avait couverte de sarcasme, et voici qu'à présent, la France entière la réclame avec une impatience fébrile. Les concessionnaires, débordés, ne savent plus quoi répondre aux clients. Car le problème n'est plus de convaincre, le problème désormais, c'est de livrer. Et livrer dans la France du début des années 50 relève presque du miracle. Pourquoi ? Parce que tout manque. L'acier est rare, les matières premières sont comptées, et l'État, qui pilote encore une grande partie de l'économie, décide des priorités. Or, dans ce partage, la Régie nationale Renault, entreprise d'État, se voit servie la première. Citroën, marque privée, doit se contenter des restes. Résultat, les chaînes de Levallois-Perret tournent trop lentement pour absorber le flot des commandes. Et c'est ainsi que naît l'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'histoire commerciale française. Une liste d'attente qui, selon les sources, va s'étirer jusqu'à 5 voire 6 années. Vous avez bien entendu. Pour rouler dans la voiture la moins chère et la plus moquée du pays, il faut désormais patienter le temps qu'un enfant apprenne à lire et à écrire. Imaginez la scène du point de vue d'un paysan de l'époque. Il économise, il hésite, il finit par franchir la porte du concessionnaire, décidé à s'offrir enfin sa première automobile. Et là, on lui annonce qu'il la recevra dans 4 ou 5 ans. Que faire de cette attente absurde ? Eh bien, il se produit alors quelque chose que la logique économique ordinaire ne peut pas expliquer. Le marché de l'occasion s'affole. Les rares 2 chevaux déjà en circulation prennent une valeur folle. Et l'on voit apparaître ce paradoxe stupéfiant. Une voiture d'occasion, déjà roulée, déjà usée, se revend parfois plus cher qu'un modèle neuf sorti d'usine. Où avait-on jamais vu une chose pareille ? Une voiture qui prend de la valeur en vieillissant, non par prestige, mais par pure impatience collective. Ceux qui possédaient déjà leur exemplaire tenaient entre les mains un petit trésor gris. Ce détail, à lui seul, raconte tout. Il dit à quel point les moqueurs de l'automne 1948 s'étaient trompés. Ils avaient jugé une carrosserie, une silhouette, une tôle fine. Ils n'avaient pas compris qu'ils regardaient une révolution sociale déguisée en petite voiture ridicule. Car ce que la 2 chevaux apportait, ce n'était pas du métal et des roues. C'était quelque chose de bien plus précieux, quelque chose dont ces campagnes rêvaient depuis toujours, sans même oser le nommer. La liberté de mouvement. Et cette liberté, il faut voir à qui elle profitait. Regardez qui prend le volant de la petite Citroën dans ces années-là. Le paysan d'abord, qui peut enfin porter ses produits au marché sans dépendre du cheval ou du car qui passe 2 fois par jour. Le curé de campagne, qui trace la route de paroisse en paroisse, sa soutane noire dépassant de la portière, béret vissé sur la tête. Le facteur, qui remplace sa bicyclette éreintante par ce petit engin infatigable. Le médecin de la France profonde, qui rejoint les fermes isolées par des chemins où aucune berline bourgeoise ne se serait aventurée. L'étudiant fauché, qui découvre soudain qu'il peut, lui aussi, posséder une automobile. La 2 chevaux ne roulait pas pour une classe sociale. Elle roulait pour toutes celles que l'automobile avait toujours laissées sur le bord de la route. Et c'est là, à mon sens, que réside le vrai génie de cette machine. Elle n'a pas seulement vendu du transport, elle a vendu de l'autonomie à un peuple qui n'en avait jamais goûté. Pensez à ces femmes de la campagne qui, pour la première fois, prenaient le volant sans dépendre de personne. Pensez à ces familles modestes qui découvraient un dimanche qu'elles pouvaient rouler jusqu'à la ville voisine juste pour le plaisir. Cette petite voiture a fait bouger la France, physiquement et socialement, bien plus que ne l'ont fait certaines réformes politiques dont on a rempli des livres d'histoire. Il faut aussi parler de ce qu'elle a rendu possible sur les routes de vacances. Car la France de ces années-là découvre justement les congés, le droit de partir, l'idée neuve qu'un ouvrier a le droit de voir la mer. Et pour beaucoup, c'est au volant de la 2 chevaux que ce rêve devient réalité.
On charge la capote de valise, on entasse les enfants sur la banquette arrière, on roule lentement, fenêtres repliées, coude à l'air, vers une plage qu'on n'avait jamais vue. La lenteur même de la voiture, qui aurait dû être un défaut, devient une invitation à savourer le voyage. On ne fonce pas dans une 2 chevaux, on flâne, on respire. On regarde le pays défiler au rythme d'un cheval au trot. Et puis, il y a cette culture qui se greffe naturellement sur la petite Citroën, celle de l'autostop et de la route partagée. Toute une jeunesse va bientôt découvrir le pays le pouce levé au bord des nationales, et la 2 chevaux, généreuse par nature, s'arrête volontiers pour embarquer un inconnu. C'est une voiture qui ne se prend pas au sérieux, donc une voiture qui rassemble. On ne frime pas au volant d'une 2 chevaux, on ne cherche pas à impressionner. Et c'est précisément cette absence totale de prétention qui la rend si sympathique, si profondément aimable, dans un pays qui commence à se méfier des apparences. Comment expliquer autrement l'attachement quasi charnel que les Français vont développer pour cette voiture? On ne s'attache pas à une berline de prestige comme on s'attache à sa 2 chevaux. La première impressionne, la seconde se laisse aimer. On lui donne un prénom, on lui pardonne ses lenteurs, on rit de ses bruits, on la répare soi-même sur le bord du fossé avec un bout de fil de fer, et elle repart, fidèle. Elle devient un membre de la famille. Combien de voitures peuvent se vanter d'avoir gagné le cœur d'un peuple entier, non pas malgré leurs défauts, mais grâce à eux? Voilà le tournant complet de cette histoire. La voiture dont on riait au Grand Palais est devenue, en quelques années à peine, l'objet du désir national, celui qu'on attend des années durant, qu'on paie parfois plus cher d'occasion que neuf, et qu'on aime d'un amour que le luxe ne parvient jamais à susciter. Les élégants de 1948 se croyaient supérieurs. Ils n'avaient tout simplement pas vu venir la vague populaire qui allait tout emporter. Mais cette histoire, si française jusque-là, si profondément enracinée dans nos campagnes et nos routes nationales, allait bientôt franchir les frontières. Et là, une nouvelle question se posait. Ce que la France avait fini par adorer, le reste du monde allait-il le comprendre, ou allait-il, à son tour, commencer par en rire? La réponse du monde allait, dans un premier temps, ressembler étrangement à celle de Paris en 1948. Mais avant de traverser les frontières, la petite Citroën devait d'abord régler ses comptes sur son propre terrain face à des rivales qui ne comptaient pas la laisser régner tranquillement. Car si la France l'adorait, l'industrie française, elle, ne dormait pas. Et la bataille pour le portefeuille du peuple faisait rage. L'adversaire principal portait un nom que tout le monde connaissait, la 4 chevaux de Renault. Sortie juste après la guerre, plus conventionnelle, plus arrondie, moteur à l'arrière, elle avait pris une longueur d'avance en séduisant les Français avant même que la Citroën ne soit disponible. C'était la voiture populaire par excellence, la rivale directe, celle qu'on opposait systématiquement à la 2 chevaux dans les conversations de bistrot. Et pourtant, les deux voitures ne se battaient pas vraiment sur le même terrain. La Renault jouait la carte de la modernité rassurante, du confort petit bourgeois. La Citroën, elle, assumait sa rusticité géniale, sa capacité à aller là où l'autre ne passait pas. Comment départager deux philosophies aussi opposées? Le public, lui, tranchait selon ses besoins, et beaucoup de campagnes votaient sans hésiter pour la petite grise. Mais Renault n'allait pas en rester là. Quelques années plus tard débarquait une rivale autrement plus dangereuse, une voiture pensée précisément pour attaquer la 2 chevaux sur son propre domaine, la Renault 4. Plus moderne, dotée d'un haillon pratique, elle offrait ce que la Citroën commençait à peiner à donner, un côté polyvalent et familial séduisant. Voilà donc la vieille moquée soudain prise en tenaille entre son passé et l'avenir. Beaucoup, à ce moment-là, ont cru que ces jours étaient comptés. Comment une voiture conçue avant la guerre, avec son moteur minuscule et sa carrosserie d'un autre âge, pouvait-elle résister à des rivales plus fraîches, plus abouties? La réponse tient dans un mot que les comptables ne comprennent jamais, l'attachement. On ne remplace pas si facilement une voiture qu'un peuple entier a fini par aimer comme un membre de sa famille. Et pendant que se livrait cette guerre franco-française, la petite Citroën prenait le large. Elle partait à la conquête du monde, embarquée sur des cargos, montée dans des usines lointaines, assemblée aux 4 coins de la planète.
car son concept universel, celui d'une voiture minimaliste, robuste et bon marché, parlait à bien d'autres peuples que le peuple français. Partout où les routes étaient mauvaises, partout où l'argent manquait, partout où l'on avait besoin d'un véhicule infatigable plutôt que reluisant, la 2 chevaux trouvait des acheteurs. Mais, et c'est là que l'histoire se répète de façon presque comique, le monde a commencé exactement comme la presse parisienne, par le rire. Dans les pays anglo-saxons, on la surnomma le tin snail, l'escargot de tôle, moquerie double visant à la fois sa lenteur légendaire et sa carrosserie ondulée. Ailleurs, on l'appela simplement le canard, à cause de sa silhouette dodue et de son dandinement caractéristique sur la route. Partout, le premier réflexe fut la moquerie, comme si chaque nation devait à son tour passer par cette phase obligatoire du mépris avant de comprendre. N'est-ce pas fascinant de voir l'histoire du Grand Palais se rejouer, pays après pays, avec les mêmes ricanements et les mêmes surnoms animaliers? Et pourtant, comme en France, le rire finissait toujours par se retourner. Car il suffisait de rouler dans cette voiture pour cesser de s'en moquer. Il suffisait de sentir cette suspension avaler des nids de poules, de constater que le petit bicylindre refusait obstinément de tomber en panne, de comprendre qu'on pouvait la réparer soi-même avec 3 outils, pour que la moquerie se change en respect, puis le respect en affection. Le monde entier a suivi, à retardement, exactement le même chemin que les paysans silencieux du salon de 1948. D'abord on rit, ensuite on regarde le prix, enfin on tombe amoureux. Toujours dans cet ordre. Toujours. Ce qui rendait la 2 chevaux irrésistible, à l'étranger comme chez nous, c'était sa franchise mécanique. À une époque où l'automobile commençait à se gonfler d'orgueil, à multiplier les chromes, les gadgets et les promesses tapageuses, elle restait fidèle à sa philosophie de départ, celle d'une simplicité assumée sans le moindre complexe. Elle ne mentait pas, elle ne cherchait pas à paraître plus qu'elle n'était. Et dans un monde de frimes naissantes, cette sincérité mécanique avait quelque chose de profondément touchant, presque de rebelle. Aimer une 2 chevaux, c'était déjà d'une certaine manière refuser le culte de l'apparence. C'est ainsi qu'elle est entrée, presque sans le vouloir, dans la culture populaire. Elle est devenue le symbole d'un art de vivre décontracté, d'une France authentique et sans prétention, celle qu'on aime retrouver dans les films et les chansons. Plus tard, la marque déclinera des versions qui deviendront cultes à leur tour, comme la Charleston aux teintes bicolores élégantes, ou la Dolly aux couleurs vives et joyeuses. On la verra même surgir dans une aventure de James Bond au début des années 80, poursuite improbable où la petite voiture jaune tient tête au méchant, transformant sa faiblesse apparente en gag héroïque. Qui aurait cru, en entendant les rires du Grand Palais, que la boîte à sardines finirait un jour à l'écran aux côtés de l'agent secret le plus célèbre du monde? Mais attention, et c'est important de le dire, ce n'est pas le cinéma ni les séries spéciales qui ont fait la grandeur de cette voiture. Ce serait même presque une insulte de résumer son destin à quelques apparitions médiatiques. Ces moments de gloire populaire ne sont que la conséquence, le reflet éclatant d'un amour qui existait déjà, profond, sincère, populaire. La 2 chevaux n'est pas devenue culte parce qu'elle est passée dans un film. Elle est passée dans un film parce qu'elle était déjà culte. La nuance est capitale, et elle dit tout sur la nature de sa légende. Voilà donc où en était cette drôle de voiture après des années de carrière. Moquée sur 3 continents, puis adorée sur ces mêmes continents. Attaquée chez elle par des rivales plus jeunes, et pourtant toujours debout, toujours produite, toujours vendue. Elle avait transformé chaque rire en conquête, chaque sarcasme en victoire différée. Elle avait fait taire, l'un après l'autre, tous ceux qui l'avaient enterré trop vite. On aurait pu croire cette histoire éternelle, cette petite voiture increvable partie pour rouler jusqu'à la fin des temps. Mais aucune légende ne dure éternellement. Et le destin réservait à la 2 chevaux une fin aussi paradoxale que sa naissance, un dernier acte où se mêlerait la tristesse d'un adieu et un retournement que personne, dans les rangs des moqueurs d'autrefois, n'aurait pu imaginer. Ce dernier acte, justement, commence par un chiffre qui donne le vertige. 42 ans.
Voilà combien de temps cette petite voiture, née dans les rires et le mépris, est restée sur les chaînes de production. 42 années durant lesquelles le monde s'est métamorphosé de fond en comble. Songez-y un instant. Quand la 2 chevaux naît, la France pense encore ses plaies de guerre et rationne l'essence. Quand elle s'éteint, l'homme a marché sur la Lune depuis longtemps, les ordinateurs entrent dans les foyers et l'automobile est devenue un objet bardé d'électronique. Et pendant tout ce temps, imperturbable, la petite Citroën continuait de sortir des usines, presque identique à elle-même, fidèle à la vision d'un homme qui n'était même plus là pour la voir triompher. Quelle autre voiture peut se vanter d'avoir traversé un tel gouffre d'époque sans jamais renier sa nature profonde? Mais le temps, ce grand adversaire que rien n'arrête, finissait par la rattraper. Non pas parce que les gens ne l'aimaient plus, non pas parce qu'elle tombait en panne, mais pour une raison qu'aucun ingénieur des années 40 n'aurait pu anticiper. Le monde avait changé de préoccupation. On ne demandait plus seulement à une voiture d'être bon marché et increvable, on lui demandait désormais d'être propre. Les normes anti-pollution se durcissaient d'année en année, et le vieux bicylindre refroidi par air, ce petit cœur vaillant qui n'avait jamais failli, ne pouvait tout simplement pas se plier à ces exigences nouvelles. Voilà le comble de l'ironie. Ce n'est ni un concurrent, ni le désamour du public, ni une faillite qui a eu raison de la 2 chevaux. C'est le progrès lui-même, cette modernité qu'elle avait pourtant rendue accessible à des millions de gens qui a fini par la condamner. Le déclin s'est joué en 2 temps, et le premier fut déjà un déchirement. En février 1988, l'usine historique de Levallois-Perret, celle-là même qui avait vu naître les tout premiers exemplaires, ferme définitivement ses portes. Le bâtiment, vétuste, usé jusqu'à la corde par des décennies de labeur, ne pouvait plus continuer. Imaginez ce que représente la fin d'un tel lieu. Ces murs avaient vu passer des millions de voitures, des générations d'ouvriers, toute l'histoire d'une France qui se remettait au travail. Et voilà que le silence s'y installait. La production, cependant, ne s'arrêtait pas encore. Elle traversait les Pyrénées et migrait vers le Portugal, dans l'usine de Mangualde, où la petite voiture allait vivre ses tout derniers mois d'existence, loin de la terre qu'il avait vue naître. Et puis vint le jour fatidique. Le 27 juillet 1990, à 16h30 précise, la toute dernière 2 chevaux glissa lentement au bout de la chaîne de Mangualde. C'était une Charleston grise, élégante jusqu'au bout, portant le numéro d'ordre d'environ 5 110 000 exemplaires. 5 110 000. Prenez la mesure de ce nombre. La voiture dont on avait ri, celle qu'on avait comparée à une conserve et à une balançoire, s'était vendue à plus de 5 100 000 exemplaires, rien que pour les versions principales. Et si l'on ajoute toute sa parenté, toute la famille née de son châssis génial, ses dérivés aux carrosseries variées, on approche le chiffre stupéfiant de près de 9 millions de véhicules. 9 millions! Y avait-il dans la salle du Grand Palais en 1948 un seul journaliste capable d'imaginer une telle destinée pour l'objet de ses moqueries? On raconte que ce dernier exemplaire ne quitta pas la chaîne dans l'indifférence. On l'accompagna au son d'une fanfare, geste modeste et pourtant chargé d'émotion, comme on salue le départ d'un vieux compagnon qui a tout donné. Il y avait quelque chose de bouleversant dans cet adieu discret. Pas de grande cérémonie fastueuse, pas de discours grandiloquent, juste quelques notes de musique pour dire au revoir à une machine qui avait transporté un peuple entier, qui avait roulé sur tous les continents, qui avait survécu à 42 années d'histoire. Une fin à son image en somme, humble, sincère, dénuée d'orgueil. Cette voiture était née sans chichi, elle s'en allait de même. Mais l'histoire réserve parfois des retournements d'une cruauté savoureuse, et celui-ci mérite qu'on s'y attarde. Car cette petite Citroën avait, en un sens, gagné son pari le plus fou. Elle avait survécu, littéralement, à tous ceux qui s'étaient moqués d'elle. Les journalistes goguenards du Grand Palais avaient vieilli, pris leur retraite, disparu, tandis qu'elle roulait toujours. Les élégants qui pouffaient devant son stand étaient devenus des vieillards nostalgiques d'une France révolue, pendant qu'elle continuait, imperturbable, de sillonner les routes du monde. Elle avait enterré ses moqueurs purement et simplement. Quelle plus belle revanche qu'une longévité qui dépasse celle de ses détracteurs? Et pourtant,
le sort lui réservait une dernière ironie, la plus piquante de toutes. Car au moment où la 2 chevaux tirait sa révérence, la marque Citroën ne s'appartenait plus vraiment. Depuis des années déjà, elle avait été absorbée, sauvée d'une situation financière difficile et rattachée à un grand groupe. Et devinez à qui appartenait désormais la maison Citroën. À Peugeot. Oui, Peugeot, ce concurrent historique, ce rival de toujours, cette autre grande figure de l'automobile française. La voiture la plus emblématique de l'esprit Citroën, celle qui incarnait mieux que tout autre l'audace et l'indépendance de la marque, s'éteignait sous le pavillon de son vieil adversaire. N'y a-t-il pas là comme un ultime pied de nez du destin? La rebelle, l'anticonformiste, la voiture du peuple, terminait sa carrière dans le giron de celui qu'elle avait si longtemps combattu. Mais peut-être est-ce là, justement, la plus belle leçon de toute cette aventure. La 2 chevaux n'a jamais eu besoin d'appartenir à qui que ce soit pour rester libre. Elle appartenait à ceux qui l'aimaient, aux paysans, aux étudiants, aux curés de campagne, aux familles parties vers la mer un dimanche d'été. Les logos et les rachats d'entreprises n'y changeront jamais rien. Cette voiture a prouvé une chose magnifique et intemporelle, une chose que les moqueurs de tous les pays ont mis des décennies à comprendre. Ce n'est pas le chrome qui fait la grandeur d'une automobile. Ce n'est pas la vitesse, ni le prestige, ni le prix élevé. C'est le lien qu'elle tisse avec ceux qui roulent dedans. Et de ce point de vue, la petite voiture moquée reste, aujourd'hui encore, l'une des plus grandes réussites que la France ait jamais fait rouler sur ses routes. Si cette histoire vous a plu, si vous avez souri en repensant à cette drôle de voiture qui a fait mentir le monde entier, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos souvenirs en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines légendes de l'automobile. Vos souvenirs et vos anecdotes sont toujours les bienvenus, alors racontez-nous. Quelle est votre histoire avec la 2 chevaux ?